Bonjour à tous, ça me fait tourner la tête, c'est vrai, il y a des gens, il suffit de lire leur curriculum vitae, on se dit c'est pas possible, elle a fait tout ça, et quand on la voit en face de nous, Violaine Vanoyek, on se dit, elle est jeune, elle est belle, elle est agrégée de grand-mère, elle a écrit beaucoup de livres, de la poésie, des romans historiques, des nouvelles, elle est éditrice, elle est directrice d'un salon du livre qui démarre et qui a l'air de démarrer pas mal, et puis elle est sur la préparation d'un film, et en plus elle est pianiste concertiste. Alors par quoi on commence? On va peut-être recommencer par l'agrégé de grand-mère. C'est quand même pas des études aujourd'hui qui sont tellement à la mode ni prisées. C'est vrai. Il faut quand même dire que l'agrégation de grammaire, c'est en fait l'agrégation de lettres classiques, c'est-à-dire le grec, le latin, avec en plus la linguistique, ce qui n'est pas négligeable, c'est-à-dire l'évolution, l'histoire en fait de notre langue. Et je crois qu'actuellement, au moment où on parle beaucoup de la réforme de l'orthographe, on devrait davantage se plonger justement dans cette histoire des mots et cette histoire de notre langue. Parce que moi, je commence peut-être à brûle-pourpoint, mais je suis très énervée par les gens qui proposent justement cette réforme de l'orthographe dans les écoles. Je crois qu'une trop grande simplification de l'orthographe, c'est en fait tout simplement une complication de l'orthographe. Chaque mot, chaque orthographe a sa raison d'être, et inculquer une orthographe différente, c'est la compliquer. Pourquoi? Parce qu'elle ne s'expliquera plus, parce qu'une langue existe par comparaison avec les autres langues, on ne pourra plus faire cette comparaison. Et est-ce que vous imaginez un petit peu les étrangers qui auront appris le français et à qui on inculquera une autre orthographe? C'est insensé. Donc, je m'excuse de commencer comme ça, si vous voulez, par un point un petit peu négatif, mais on parle de grammaire et j'entends beaucoup parler de la réforme de l'orthographe autour de moi. J'avais un petit peu ça sur le cœur, j'avais envie de le dire. Alors, vous êtes enseignante ou pas? Écoutez, j'ai enseigné pendant 10 ans, donc je suis enseignante. Ma profession, c'est professeur de lettres, et je suis actuellement en disponibilité pour me consacrer à l'écriture et à la musique. Alors, Le Druide, c'est un roman paru aux éditions Sand. Vous n'avez pas été un petit peu, comment dire, frustré avec votre amour de la langue, de ne pas retrouver une langue qui correspond à la langue de la Gaule de cette époque-là? Vous n'avez pas eu envie, parce que quand on lit le roman, il n'y a pas quand même une langue très spécifique, quoi. On retrouve pas... C'est-à-dire que vous avez raison de soulever le problème, c'est-à-dire qu'il existe une langue gauloise, mais malheureusement, nous n'avons retrouvé que quelques mots, c'est-à-dire des mots très utilitaires, le nom des saisons, le nom des mois, la manière dont on comptait. Et on l'a retrouvé donc sur des morceaux de pierre, c'était des inscriptions. Mais en fait, les Gaulois n'écrivaient pas. Ils n'écrivaient pas parce qu'il y avait un interdit religieux, c'est-à-dire que le druide leur disait « il ne faut pas écrire parce que la langue est sacrée ». Et en plus, ils partaient du principe que la langue doit évoluer. Elle doit évoluer, et donc il ne faut pas la figer dans... Les Gaulois auraient été horrifiés par nos dictionnaires. Pour eux, c'était impensable, si vous voulez. D'où la difficulté de retrouver une langue et une civilisation de surcroît. Alors, sur quoi avez-vous travaillé pour écrire Le Druide, puisque c'est un roman historique? Alors, j'ai travaillé sur les rares inscriptions qu'on avait sur la pierre, sur des mosaïques, et également sur les témoignages latins et les témoignages grecs, c'est-à-dire des lettres de Cicéron, des lettres de Plotin, de philosophes grecs, et qui s'étaient donc penchés, et notamment le témoignage de César, qui s'était penché ou qui avait connu des druides, un druide, puisqu'en fait, nous ne connaissons historiquement qu'un seul druide. Et c'est mon druide, c'est le druide, j'ai voulu retracer l'histoire de ce druide. Très bien, alors nous allons en reparler, mais pour l'instant, je voudrais vous proposer une photo d'Hélène Tremblay, qui fait donc une halte aujourd'hui au Canada, dans une famille au Canada. Nous allons découvrir un petit peu comment on vit grâce à cette photo. Nous sommes au Canada, chez les Jamison. Lise et Duncan se sont mariés il y a plus de 15 ans, et c'était à ce moment-là le grand boom des appareils ménagers. Et Lise a décidé qu'elle ne voulait plus aller tendre son linge dehors et qu'elle voulait une laveuse et une sécheuse. Alors Duncan a dit « Oui, je vais travailler, je vais acheter la laveuse et la sécheuse, mais il faut que tu me promettes de faire le pain toute ma vie. » Et Lise a accepté, mais accepté que, bon, elle a eu le premier enfant et s'est retrouvée enceinte, et c'est pas facile de faire du pain. Et maintenant, Duncan est obligé de mettre les mains à la pâte, et c'est presque lui maintenant qui fait le pain.
Voilà donc la vie d'une famille. Je disais comment on vit au Canada, mais comment on vit dans une famille. Comment avez-vous fait pour retrouver le quotidien? Parce qu'il y a des scènes d'amour dans votre livre, tout ça, j'imagine que vous ne l'avez pas trouvé dans Cicéron quand même. Non, tout à fait. Alors la vie quotidienne en Gaule, on la retrouve beaucoup dans la guerre des Gaules de César. César nous raconte tout sur les différentes corporations de métiers. C'est extraordinairement bien raconté. Et j'ai donc repris beaucoup à César. Voilà, vous rendant à César, on pourrait presque là, vous faites cet aveu. Et qu'est-ce que vous avez eu envie de nous donner à travers un roman qui met en présence le druide et tout ce qu'on connaît par Astérix, parce que nous, on n'a pas forcément cette culture des bardes, des banquets, des réunions des druides dans les forêts, etc. Vous savez, il ne faut pas mésestimer Astérix, qui est une excellente Je m'en suis lecture. aperçue en lisant votre livre, je me suis dit, mais je sais pas mal de choses grâce à la bande dessinée. Oui, parce que tout est très bien observé au niveau des vêtements et au niveau du langage. Bon, peut-être incomplet parce que ils ont quelque peu édulcoré la mentalité et les mœurs gauloises qui étaient paillardes, comme on le sait. Peut-être parce que Astérix est soi-disant destiné à des enfants, mais lu ô combien par les adultes. Et donc, ça m'intéressait de faire revivre en fait cette vie quotidienne avant l'invasion romaine, parce qu'on connaît beaucoup de choses qui datent de l'époque gallo-romaine, mais très peu de choses qui datent d'avant l'invasion des Romains. Alors, j'ai eu effectivement beaucoup de problèmes, donc j'ai utilisé les sources dont je vous parlais tout à l'heure, et également beaucoup de philosophes et d'essayistes allemands, parce que malheureusement, peu de chercheurs français se sont penchés sur notre histoire. D'ailleurs, ça m'a un petit peu irritée quand j'ai commencé à travailler sur le livre. Je me suis dit, on s'intéresse peu, le français s'intéresse peu à son histoire. Vous le saviez déjà en tant que amoureuse de la langue et linguiste, parce que c'est vrai que peut-être les ouvrages les plus complets à une époque, ils venaient plutôt d'Allemagne que de France. Absolument. Tout ce qui était écrit sur la culture grecque ou latine, les premiers étaient allemands et non pas français. Mais ça m'a quelque peu irritée parce que c'est quand même l'histoire de notre peuple. Et les premiers ouvrages intéressants en France qui ont été écrits datent des années 30. Et ces ouvrages, en plus, vous savez, dans les années 30, il fallait toujours prendre une option. Par exemple, Vercingétorix, c'était le grand patriote et César, le vilain petit canard. Cette vue manichéenne des choses est un petit peu énervante. Là aussi, j'ai voulu mettre un petit peu les pendules à l'heure. Alors, pourquoi vous n'avez pas fait un livre carrément un livre d'historienne, plutôt que de faire un roman historique, parce que c'est quand même là aussi un peu édulcoré. Écoutez, on peut faire une biographie. J'aurais pu faire une biographie. Je pense qu'une biographie a toujours un côté un petit peu rébarbatif. En plus, je suis quand même romancière et j'ai toujours envie de faire bouger les personnages, de les remettre en action, et je crois qu'on se rend mieux compte justement de ce qu'étaient les Gaulois en les voyant en action, en les voyant combattre, en les voyant à table, en les voyant banqueter, en voyant ces femmes tout échevelées qui se précipitent contre César dans la bataille. Enfin, je veux dire, elles sont courageuses, très courageuses, elles s'expriment énormément. C'est même elles en fait qui dirigent la maison, enfin qui dirigent la vie quotidienne, la vie de chaque maison. Je crois que c'est de faire revivre en fait toute cette mentalité qui m'intéressait et non pas de la figer dans une biographie, si vous voulez. Alors vous vous êtes retrouvés dans ces ancêtres-là, les Gaulois? Pas du tout. Pas du tout. Il vaut mieux d'ailleurs par certains côtés, parce que je vous dis, ils avaient quand même des mœurs très bizarres et qu'on a du mal à accepter. Ouais, vous avez notamment dans les écrire quand même. Tout à fait. Notamment dans les sacrifices, parce qu'il ne faut pas oublier qu'à l'époque, il y avait beaucoup de sacrifices humains. On a du mal quand même à accepter cette vision des choses actuellement. On a du mal à accepter également la torture. Ils étaient très cruels, bon, comme les Germains et comme les Romains aussi. Donc c'est quand même difficile à admettre, mais il faut reconnaître que c'était leur mœurs et que c'était... J'insiste là-dessus parce qu'on m'a beaucoup reproché de montrer des Gaulois un petit peu cruels, un petit peu rustres, mais pourquoi? Bon, bien entendu, c'était nos descendants. Mais si on n'est pas capable de reconnaître que nos descendants étaient ainsi, alors on gomme un côté de l'histoire. Nos ascendants, on est descendants des Gaulois, oui. C'est ça. Oui. Alors on ne voudrait pas avoir cette cruauté. Dites-moi, pourquoi alors cette mode du druide? On a vu qu'il y a des
associations, des associations druidiques, oui, tout à fait, etc. Écoutez, moi, je n'ai pas sorti le druide. Je me suis un petit peu penchée sur toutes ces associations. J'étais également en Bretagne parce qu'il y a des associations justement druidiques. Je n'ai véritablement, enfin, faut être franche, je n'ai pas rencontré de véritables druides. J'ai rencontré, écoutez, un druide. Bon, dans l'Antiquité, il avait de multiples fonctions. Il avait un rôle religieux, il avait un rôle juridique puisqu'il jugeait les condamnés à mort. Il avait un rôle guerrier, il allait au combat. Il avait un rôle exécutif puisqu'il votait les lois avec le chef. Donc il avait un rôle multiple. Actuellement, nous voyons des gens dans ces associations druidiques qui revêtent une longue robe blanche et puis qui se prétendent druides et qui font payer des consultations très chères pour certains. Bien entendu, je ne vais pas parler de l'ensemble des druides actuels, mais ceux que j'ai vus font payer des consultations très chères et je crois que c'est une manière pour eux d'arrondir leur fin de mois, tout simplement. Très bien. Alors vous n'êtes pas pianiste pour arrondir vos fins de mois, j'imagine. Vous donnez des récitals. Comment vous avez pu mener de front une agrégation de grammaire, beaucoup de livres, une collection de poésie que vous dirigez, tout ce que j'ai dit tout à l'heure, plus une carrière pianistique? Écoutez, c'est très difficile de concilier tout ça, et il faut une certaine organisation. Il est bien évident que le piano, je l'avais abandonné en passant, par exemple, l'agrégation qui demande un travail énorme, comme tout concours. Donc, je l'ai abandonné, je l'ai repris après, je le travaille tout à fait régulièrement. Comment on peut faire ce type de choix, l'agrégation de grammaire plutôt que le piano? Qu'est-ce qui guide? Je crois tout simplement une impulsion personnelle. J'ai toujours été très attirée par les lettres anciennes, et surtout par le grec. Si vous voulez, pour moi, le grec, c'est toute une éthique. Ça m'a apporté quantité de choses. Je l'ai découvert quand j'avais 10 ans. Et je ne l'ai plus lâché parce que la langue est merveilleuse et parce qu'elle vous donne une direction de vie, une hygiène de vie, tout est basé pour moi sur cette éthique. Et donc je ne pouvais pas l'abandonner et j'ai choisi. Vous savez, vous faites un tas de choses intéressantes dans la vie, ça arrive à plusieurs personnes, mais il faut choisir à un moment donné. Et actuellement, bon, il est vrai que je donne des récitals de piano, que j'ai abandonné provisoirement l'enseignement et que je me consacre à l'écriture. Donc finalement, ma vie n'est partagée qu'entre la musique et la littérature, qui se complètent d'ailleurs étrangement. Vous travaillez surtout avec la poésie, j'imagine. Vous travaillez combien par jour le piano? À peu près 3-4 heures, et sinon l'écriture quasiment tout le temps. Alors, bon, c'est quand même rassurant pour beaucoup. Vous êtes peut-être sans doute même doué, mais on se dit, avant de donner des récitals, on imagine que c'est une vie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas place pour autre chose. Et en tout cas, c'est ce que disent en général les musiciens, c'est vrai, les interprètes. C'est vrai, on peut le voir comme ça. Pour moi, ce n'est pas du tout le cas. Disons que pour moi, la musique, c'est une respiration. Si vous voulez, jouer d'un instrument, c'est comme respirer. D'abord, je ne conçois pas quelqu'un qui ne joue pas de la musique. Ah bon? Mais alors, qu'est-ce qu'on fait là? Je m'en vais, excusez-moi, j'ai abandonné trop tôt. Non, je vais dire, je ne conçois pas, je ne comprends pas. Voilà, je ne comprends pas. Mais pour moi, ça fait partie de la vie. Oui, mais tout le monde n'a pas le temps, la chance, le don, les possibilités économiques ou autres d'avoir un piano à la maison ou d'avoir d'avoir des cours de musique. Peut-être, mais on a toujours la possibilité de jouer un instrument dans sa vie, et je crois que la musique fait vraiment, vraiment partie de la vie et qu'on ne peut pas... Enfin, écoutez, je le ressens de cette manière-là. Vous aimez être sur scène? C'est pour ça que vous donnez des récitals? Beaucoup. En partie pour ça, parce que j'ai donné beaucoup de récitals de poésie et de piano. Et j'ai laissé un petit peu la poésie pour me consacrer à mes romans. Or, le rôle du romancier, c'est de s'enfermer malheureusement dans une pièce et pendant 6 mois. Et ça nous coupe complètement du public, alors que dans une salle, on comprend le public tout de suite. Le public nous suit, on sent la respiration du public, on en a besoin et on fait corps avec lui. Et alors qu'avec un roman, pas du tout. Bon, vous écrivez votre roman, après il est lancé dans le public et vous ne connaissez même pas les réactions du public. Or, cette respiration, cette communion avec le public, j'en avais absolument besoin. C'est pour ça que j'aime bien le retrouver, si vous voulez. Pour moi, c'est inégalable. Et la poésie, alors on venait parler de la poésie, vous dites que vous la laissez un petit peu pour le roman, vous ne vous sentez pas un petit peu traître là, parce que la poésie a besoin de gens qui, comme vous, êtes à la fois médiatiques et en même temps passionnés par la poésie, parce qu'elle n'a pas tellement sa place. C'est vrai, mais écoutez, depuis l'âge de 16 ans, j'écris de la poésie, j'ai sorti des disques de poésie, beaucoup de livres, j'ai fait connaître la poésie sur scène, je me suis beaucoup produit dans des émissions de télévision pour faire connaître la poésie d'autrui. Actuellement, je publie des anthologies qui regroupent des poètes contemporains pour faire aussi connaître la poésie contemporaine.
Bon, je l'ai mis un petit peu en sommeil, je l'avoue, parce qu'on ne peut pas tout faire. Et c'est-à-dire, je fais beaucoup de choses, mais je choisis à un moment donné de travailler sur telle ou telle chose, parce que je crois qu'on ne peut pas tout faire à fond et bien. Et vous avez le temps de vivre autrement? En dehors de la musique, de la littérature, des récitals? Je vous imagine passant du stylo au piano, vous fermez le piano, vous retournez... C'est un peu ça, malheureusement c'est un peu ça. J'ai très peu de temps à consacrer à ma vie privée. Je prends très peu de vacances et souvent quand je pars en vacances, j'ai toujours un travail à emmener. Alors, mais malheureusement ou heureusement, parce que de toute façon mon travail me plaît, donc ça ne me gêne pas du tout. Donc vous êtes une femme, vous aviez écrit un premier roman sur la difficulté d'être à la fois une femme qui réussit sa vie affective et sa vie sociale. Vous êtes une femme qui avait réussi. Pour vous, c'est quoi la réussite? C'est très difficile. C'est à la fois pour une femme, en tout cas, la réussite, pour un homme aussi d'ailleurs, la réussite professionnelle, mais surtout la réussite de sa vie privée. Et je crois que c'est très difficile actuellement de cumuler les deux, parce qu'on nous demande un tel niveau, on nous demande de s'affirmer tout le temps dans le milieu professionnel. On doit toujours être présent, parce que les choses bougent, parce que il se passe, ça va très vite. Et en même temps réussir sa vie privée à côté. Et la plupart du temps, on n'a pas beaucoup de place pour cette vie privée. Donc je le regrette un petit peu, c'est vrai. C'est marrant, quand je vous écoute, Violaine Vanoyek, j'avais parlé de votre curriculum vitae. Je vous regarde et je me dis, c'est quand même quelqu'un qui a un don pour se vendre, pour aller vers l'extérieur. Vous êtes quelqu'un qui savait vous mettre... comment dire? Il y a des gens qui font des tas de choses et puis qui ne savent pas en parler, et puis on le saura peut-être jamais. Et puis il y a des gens qui savent se mettre en valeur. Où est-ce que vous avez appris ça? Depuis toute petite? Je ne sais pas. En tous les cas, je peux vous dire quelque chose, c'est que j'aime beaucoup les autres, c'est que j'ai besoin d'un public, je l'aime bien, je me sens bien avec ce public, et c'est tout. Et donc, je le recherche, mais c'est naturel, je ne sais pas du tout contrôler. C'est ce besoin de savoir aller vers les autres, sans timidité, c'est bien. Alors, Violaine Vanoyek, je vous propose là un retour dans le passé en images. La télévision a une mémoire qui n'est pas toujours diffusée. D'ailleurs, on a choisi cette fois-ci de sortir un film d'une solitude, puisqu'il n'avait jamais été diffusé. C'est Jeannette Hubert, une réalisatrice, qui a filmé des femmes qui témoignent. 5 femmes, une solitude. Cette séquence, donc, va vous montrer une femme qui fréquente des lieux où elle espère pouvoir se distraire et oublier parfois la solitude.